Bonsoir à tous. J'étais à peu près certain qu'il y aurait du monde pour venir écouter François-Xavier Bellamy, vu le nombre de personnes qui demandent à corps et à cri le livre en rentrant dans cette librairie. Donc je suis très heureux de vous recevoir ce soir à la procure, cher François-Xavier Bellamy. C'est une grande joie pour moi, surtout merci de votre invitation. Ben voilà, alors on va parler de votre livre. Enfin, surtout vous allez parler de votre livre. Je vais essayer de vous poser quelques questions. Peut-être dire Les Déshérités pour ceux qui ne sauraient pas, ou L'Urgence de transmettre, publié chez Plomb. C'est un livre majeur de cette rentrée, que j'aime beaucoup, que nous soutenons beaucoup, parce que c'est un livre qui pose des questions absolument essentielles à notre société, avec aussi quelques réponses. Donc voilà. Mais il y a une série de questionnements qui sont, à mon avis, d'une importance considérable. Alors, François-Xavier Bellamy, vous êtes professeur de philosophie, et évidemment, on ne peut pas ne pas penser que l'idée d'écrire ce livre est quand même vraiment le produit de votre expérience, d'abord de jeune apprenti enseignant dans ce monde, comment dire, ce sont mes propos, c'est pas les vôtres, mais quand même un peu ubuesque que sont les IUFM, et puis votre expérience ensuite sur le terrain de professeur de philosophie. C'est ça qui a fait naître ce désir d'écrire. Par ailleurs, vous avez maire adjoint à la ville de Versailles, donc a priori vous avez quand même quelques occupations dans la vie. Donc sans doute il y avait une urgence à écrire ce livre. Oui, effectivement, je crois qu'il y avait une urgence. Vous avez raison, c'est vrai qu'en écrivant, la sensation que j'ai eue presque à chaque instant de ce travail d'écriture et dans toute la phase de maturation de cet ouvrage qui a été longue, à chaque instant j'ai eu le sentiment de toucher du doigt des problèmes qui sont effectivement décisifs. Je ne sais pas si ce modeste ouvrage est à la hauteur des problèmes qu'il pose, mais je crois que ce sont véritablement des problèmes essentiels. Et j'ai été confronté à l'urgence de cette interrogation, précisément comme jeune enseignant, vous le disiez, propulsé dans le chaudron de l'éducation nationale, et notamment dans mon expérience de l'IUFM, non pas tant parce que j'y découvrais un système qui par certains aspects est un peu à bout de souffle, mais surtout par le caractère très explicite de la formation qui nous était donnée et dont le maître mot était qu'il ne fallait pas transmettre un savoir. Il y avait là vraiment un projet tout à fait lumineux, tout à fait transparent, tout à fait clair, qui n'avait rien de caché ou de mystérieux, mais qui s'imposait à nous avec d'ailleurs une vraie radicalité. Il ne faut pas transmettre un savoir. Et la première chose que nous avons ressentie, pas seulement moi d'ailleurs, mais tous les jeunes enseignants qui étaient autour de moi, je m'en souviens, avec d'ailleurs leurs itinéraires, leurs origines intellectuelles variées, leurs opinions politiques parfois très contradictoires, nous étions tous confrontés à la même stupéfaction au fond. Nous étions tous fondamentalement déconcertés parce que nous avions jusque-là suivi nos études avec le sentiment que nous voulions transmettre ce que nous recevions, et nous avions passé des concours pour cela, et nous étions étonnés, au sens le plus fort de ce terme, par le discours qui nous était soumis. Alors effectivement, vous avez une comparaison à un moment donné dans le livre, parce que c'est quand même fort cette idée. On pourrait se dire que ce sont des problèmes de cibles manquées ou de lourdeur du système. Mais non, là vous dites bien, c'est véritablement une logique très claire. Et au fond c'est comme si on disait aux architectes, vous n'êtes pas là pour construire les plans des maisons, vous êtes là pour je sais pas quoi, pour autre chose, pour que les gens soient gais, pour que... Ce qui est vrai, c'est que je crois qu'on a confondu le bénéfice on y viendra peut-être, le bénéfice de l'instruction, le bénéfice de la transmission, avec la transmission elle-même. Et cette métaphore, je l'emploie simplement parce que, de fait, ce que nous faisons dans nos métiers respectifs a des conséquences qui dépassent de très loin nos savoir-faire. Et c'est vrai que l'éducation, l'instruction qui est transmise aux élèves, l'efficacité même de la transmission, bien, elle nous permet fondamentalement de cultiver en chacun de nous notre propre humanité, notre propre liberté, notre sens de la responsabilité devant ce qui nous est donné et ce qui nous est donné de vivre. Mais tout se passe comme si on avait voulu faire en sorte que l'école continue à produire cette efficacité en la privant de ce qui est son outil propre, c'est-à-dire la transmission d'une culture et la transmission d'un savoir. On nous a dit vous ne devez pas transmettre, et en même temps, évidemment, on continue de nous dire vous devez éduquer. Vous devez éduquer, vous devez, comme jeune enseignant, j'ai lu avec religion, il faut évidemment que tout bon fonctionnaire se prête à cet exercice, la lettre que nous a envoyée notre ministre de l'Éducation nationale au début du dernier quinquennat. Et Vincent Peillon écrivait, et ça m'a beaucoup frappé, une lettre de 4 pages dans laquelle il détaillait tout ce qu'il attendait des enseignants et tout ce que la société pouvait attendre de l'école.
Et de fait, la société attend beaucoup de l'école. Et donc le ministre faisait la synthèse de toutes ces attentes. Il faut que les enseignants aident les élèves à devenir des citoyens, aident les élèves à devenir des individus éco-responsables, qui se préparent à une vie durable, qui construisent des modèles de coopération, que les enseignants aident les élèves à devenir plus citoyens, à cultiver leur sens civique, à être plus civils, plus polis, plus courtois. Bref, nous voulons encore que l'école éduque, mais nous ne voulons plus qu'elle instruise, nous ne voulons plus qu'elle transmette un savoir. Or, le propre de l'école, c'est qu'elle peut contribuer à tout cela, j'en suis certain. Elle peut contribuer à aider les élèves à entrer dans la vie de la société et à y participer de façon harmonieuse. Elle peut aider les élèves à cultiver leur propre humanité, mais seulement par le bénéfice de la transmission de la culture. Exactement, et c'est dans ce sens que je prenais cette métaphore, comme un architecte qui construit une maison. De fait, quand une maison est bien construite, à l'intérieur de cette maison vont vivre des gens qui seront plus heureux de la beauté de leur maison et du logement dans lequel ils habitent. De fait, les architectes contribuent à rendre les gens heureux parce que habiter dans un lieu, ça contribue à notre épanouissement personnel et collectif. Mais si on disait à un architecte, maintenant vous devez rendre les gens heureux, votre métier n'est plus de construire des maisons mais de rendre les gens heureux, évidemment il en serait terriblement déconcerté, surtout si en même temps on lui interdit de construire des maisons. Eh bien c'est exactement ce qui se passe avec l'école aujourd'hui. On demande aux enseignants de permettre à leurs élèves de devenir des citoyens éco-responsables, mais on leur dit qu'ils ne doivent plus transmettre un savoir, et on les prive par là du seul moyen par lequel ils pouvaient aider les élèves à devenir vraiment humains et à devenir vraiment eux-mêmes. Alors, vous partez donc de cette idée qu'en fait tout ça n'est pas un hasard, et que cela vient d'une idéologie qui est ancienne, et vous donnez 3 grands temps autour de 3 noms qui sont Descartes, Rousseau et Bourdieu. On va revenir à chacun d'entre eux parce que ça me paraît important de ne pas faire l'économie de cette compréhension. Mais alors moi, quand j'ai lu ça, je me suis souvenu d'un livre que j'avais lu très jeune, de Jacques Maritain, qui s'appelle Les 3 réformateurs, où il avait... Alors il n'y avait pas Bourdieu à l'époque, puisque c'était dans les années 20, il ne connaissait pas Bourdieu, il y avait cette chance, mais il parlait de Luther, vous n'en parlez pas, mais de Descartes et Rousseau. C'est un texte que vous avez lu? Mais non, vous voyez, c'est la preuve que je suis moi aussi un produit de ce déshéritage. On m'a parlé plusieurs fois de ce livre que je n'avais jamais lu, que je n'ai pas encore lu d'ailleurs, mais que j'espère lire avec le plus tôt possible. Mais effectivement, cette réflexion, elle n'a pas, j'allais dire par là, je ne pense pas être Maritain, et je ne pense pas notamment être un grand intellectuel qui viendrait éclairer quelque chose de très nouveau. Je remonte sur une histoire qui est connue. Simplement, je remonte sur cette histoire avec la lumière que lui donne peut-être ma propre expérience d'enseignant. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, en fait, en relisant ces textes, vers lesquels j'ai été guidé de façon très spontanée, parce que nous savons bien que ce sont des grands textes ou des grands moments de la modernité dans cette dimension de déconstruction, ou dans cette préparation d'une déconstruction, cette préparation de la modernité critique. En relisant ces textes, j'ai été très frappé d'y trouver beaucoup d'échos d'une très grande actualité. Et donc cette première partie de l'ouvrage, c'est à la fois une partie de philosophie qui revient sur la tradition philosophique, et en même temps, elle décrit d'une façon peut-être plus actuelle qu'aucun autre travail ne pourrait le faire, l'état de notre société contemporaine, et notamment l'état de notre système éducatif aujourd'hui. Alors Descartes, vous allez nous expliquer pourquoi Descartes, que diable allait-il faire dans cette galère, ce brave Descartes. Mais effectivement, quand on a un peu lu Descartes, on sait qu'il y a chez lui finalement ce principe du tabula rasa, qui est un petit peu un principe pré-révolutionnaire, et puis cette idée que je pense par moi-même et que tout ce qu'on apprend, au fond, est suspect, c'est le doute cartésien. Est-ce que c'est ça l'idée, la première idée de déconstruction de la transmission? Peut-être, c'est en tous les cas le geste cartésien fondamental. Vous savez que la modernité commence avec le travail de Descartes en philosophie, c'est-à-dire la période dans laquelle nous vivons aujourd'hui encore. Nous sommes tous dans l'élan de ce geste de Descartes, et en fait, l'itinéraire intellectuel de Descartes, c'est d'abord, fondamentalement, l'histoire d'un bon élève déçu. Descartes dit, dans le discours de la méthode, en racontant son passé, il dit « Voilà, j'ai été un très bon élève quand j'étais jeune, j'étais élève des jésuites de la Flèche, et d'ailleurs il le dit sans aucune fausse modestie, hein, j'étais le meilleur élève de la meilleure école d'Europe, qui était évidemment là où on trouvait les meilleures écoles, donc j'étais le meilleur élève du monde, nous dit Descartes, hein, quasiment. Et pourtant, lorsque j'eus terminé tout ce cours d'études au terme duquel on a coutume d'être reçu au rang de docte, je me rendis compte, dit-il, que je n'avais pas fait un pas de plus pour sortir de mon ignorance. Sinon que j'avais désormais l'esprit embrumé de tant de doutes et d'erreurs, etc., etc. Bref, ce qui est important, c'est que Descartes, à la fin de son parcours, là, il passe tous ses diplômes avec brio, etc. Il a tout appris, tout ce qu'on lui demandait d'apprendre, il a lu tous les livres qu'on lui a mis entre les mains,
Et à la fin de tout ce parcours-là, il se dit, mais au fond, qu'est-ce que je sais véritablement? Qu'est-ce qui est vrai de tout ce qu'on m'a appris? En fait, il m'est arrivé une chose terrible, c'est que j'ai été un enfant. Et qu'est-ce que ça veut dire, être un enfant? Ça veut dire ne pas encore être parfaitement maître de sa raison critique. Nous avons tous été des enfants. Et qu'est-ce qui nous est arrivé de terrible quand nous étions des enfants? On nous a collés sur les bancs d'une classe, et sur les bancs de cette classe, on nous a mis face à des adultes qui nous ont dit « apprends ça et apprends ça par cœur ». Ils ont fait sur nous un acte d'autorité. Et cet acte d'autorité ne valait que parce que notre raison n'était pas encore suffisamment développée pour que nous puissions contrôler ce qu'ils nous disaient. Et donc le point de départ du travail de Descartes, c'est d'abord la déception d'avoir été un jour soumis à cette perturbation de notre nature initiale. Le vrai bonheur pour l'homme moderne, ce serait d'être né déjà adulte. C'est-à-dire d'être né avec la plénitude de sa raison critique, de son sens critique. Et de n'avoir jamais vécu cet état de fragilité provisoire qui s'appelle l'enfance. Il y a une formule merveilleuse qui résume tout le propos cartésien, qui ouvre une petite phrase de Descartes dans le discours de la méthode. Pour ce que nous avons tous été enfants avant que d'être hommes, et qui nous a fallu subir longtemps la suggestion de nos précepteurs, etc. Nous avons tous été enfants avant que d'être hommes. Et c'est ça en fait la tragédie de l'homme moderne. Le drame de l'homme moderne, c'est d'avoir été un enfant. Et c'est pourquoi, parvenu au milieu de son existence, Descartes fait la crise de la quarantaine, il met sa robe de chambre, il se retire dans sa maison de vacances, il se met au coin du feu et il écrit les méditations métaphysiques. Quel est l'acte de libération, celui qui nous délivre de cet héritage que nous avons reçu, mais que nous avons subi surtout? Bien, c'est le doute méthodique par lequel nous nous débarrassons de tout ce qui nous a été transmis un jour. Et c'est ça, au fond, le point de départ de la modernité, c'est la déconstruction de la transmission. Alors, Descartes souffrait d'avoir été un enfant, mais alors paradoxalement, Rousseau aurait presque rêvé de n'avoir jamais quitté le statut d'enfant, parce que le statut d'enfant est celui qui est le plus près de la nature, et justement, les adultes et la société a cherché à sortir l'homme de son état de nature, et donc à le dénaturer au sens propre du terme. Deuxième rupture par rapport à la transmission comme trahison de la nature. Et sans doute le deuxième moment le plus important, en tous les cas dans l'histoire concrète de la pédagogie, Rousseau a eu une influence déterminante et qui est mesurable. Ça n'est pas le propos exact du livre, mais malgré tout, c'est une question fondamentale de voir comment l'Émile de Rousseau, ce grand traité de pédagogie, a influencé de façon très concrète les pratiques pédagogiques, en particulier dans notre pays, et ensuite dans le reste du monde occidental et du monde. Ce que dit Rousseau, au fond, c'est comme une façon de compléter de façon très paradoxale le travail de Descartes. Rousseau prend au sérieux une question qu'on pourrait lancer à Descartes. Et si, en fait, l'homme accompli, c'était l'enfant. Et si l'homme adulte n'était qu'une sorte de réminiscence, de reste de l'enfant qui aurait perdu sa spontanéité, son innocence initiale. Vous savez que pour Rousseau, la grande idée qui guide son œuvre, elle est très simple, vous vous en souvenez certainement tous, l'homme est naturellement bon et c'est la société qui le pervertit. Rousseau est un philosophe paradoxal à l'époque des Lumières parce que, au lieu, comme les Lumières, de faire confiance à la science et aux lettres pour cultiver l'humanité, il considère au contraire que la culture est une pollution de la nature. Nous sommes tous, de ce point de vue-là, je crois, nous sommes tous spontanément rousseauistes. Et c'est très frappant de voir les proximités entre les grandes œuvres de Rousseau et notre culture contemporaine. J'en prends un exemple dans le livre, mais on aurait pu en prendre bien d'autres. Vous avez certainement déjà vu le film Avatar, le film de James Cameron. Si vous n'avez pas lu le second discours de Rousseau, le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, vous pouvez le lire, mais vous pouvez aussi regarder Avatar, c'est Rousseau en 3 dimensions, c'est exactement la même chose. Vous avez 2 personnages, vous avez d'un côté l'homme de l'état de nature, qui est le Na'vi dans le film de James Cameron, ce grand personnage bleu, qui vit dans une sorte de communion avec la nature, de symbiose. Il est à la fois parfaitement ignorant, il ne sait rien, il n'a besoin de rien savoir, parce que comme il vit en communion avec la nature, elle lui donne tout ce dont il a besoin. Il vit comme au jardin d'Éden, il parle à la nature, il échange avec elle, il a une grande queue de cheval avec laquelle il se branche sur les arbres. Tout ça, c'est du Rousseau dans le texte, mais vraiment, il y a cette proximité très très étroite avec la description rousseauiste de l'homme de l'état de nature. Il est parfaitement ignorant, comme il est parfaitement ignorant, il n'est pas du tout pollué, perturbé par les mauvaises idées qu'une société, qu'une culture aurait pu mettre en lui. Il est donc parfaitement bon et il est parfaitement heureux. Et de l'autre côté, il y a l'homme de l'état social qui sait énormément de choses. C'est les hommes dans le film de James Cameron tels que nous nous percevons, tels que nous nous détestons aussi. Il est environné de toute sa technique, de sa technologie, de son savoir, de ses connaissances. Mais tout ce savoir ne lui sert qu'à pouvoir plus pour avoir toujours plus, à vaincre la nature, à la briser, à la polluer, à la perturber, à la détourner. Et il est nécessairement parfaitement méchant parce que sa cupidité l'entraîne à vouloir toujours détruire plus et terriblement malheureux. Nous voudrions être restés ignorants. Nous voudrions être restés dans cet état d'innocence première. Après tout, à quoi sert de savoir?
Rousseau écrit dans l'Émile, en parlant de cet enfant dont il raconte l'éducation, « Si ton fils sait beaucoup de choses, méfie-toi de tout ce qu'il sait. » Hein, le savoir est un danger parce que, au fond, le savoir nous empêche d'être nous-mêmes. Et être exposé à ce qu'ont dit les autres nous empêche de développer, nous dit Rousseau, notre pensée personnelle, notre propre itinéraire. Hein, on en voit par exemple des symptômes tout simples. J'en prendrai simplement 2 exemples pour m'arrêter sur Rousseau. Mais je crois que c'est un moment important de cette rupture dans la transmission. Le premier symptôme, si vous voulez, c'est la réflexion qu'on nous fait tout le temps. Professeur de philosophie. Oui, on dit toujours, ah, vous enseignez la philosophie, c'est super la philosophie, mais vous savez, on ne devrait pas faire lire des textes aux enfants, on devrait leur apprendre à penser par eux-mêmes. On oppose, vous voyez, la culture à la nature, comme si recevoir une culture, être exposé à la rencontre d'autres textes, devait nous empêcher de penser nous-mêmes de façon libre et personnelle. Et puis un autre symptôme, évidemment, il est beaucoup plus frappant, il est très fort. C'est l'irruption du numérique dans les écoles et l'utopie que suscite le numérique à l'école. C'est très paradoxal parce que Rousseau n'était pas un très grand partisan de la technologie, il n'aurait pas été un grand partisan de la technologie, et pourtant c'est exactement ce qui s'accomplit. Parce que dans l'idée du numérique à l'école s'accomplit le rêve rousseauiste d'une éducation sans médiation, une éducation sans médiateur. Désormais, puisque tout le savoir est autour de nous et qu'il est accessible à volonté, quand nous en aurons besoin, eh bien, il est inutile d'aller le chercher quelque part, il est inutile de le garder pour nous, de l'apprendre par cœur. Il suffit que nous sachions où le trouver et il n'y a que cela qui compte. Je me rappelle d'un débat télévisé avec un ancien ministre de l'Éducation nationale qui me disait « Mais maintenant que tout le savoir est sur Internet, enfin l'école est délivrée de la tâche pénible d'apprendre mécaniquement aux élèves des connaissances qui ne leur serviront pas. Maintenant, ils n'ont plus à l'école qu'à apprendre à danser leur vie, il n'y a plus que cela qui compte, à être véritablement eux-mêmes. Le numérique signe la mort du professeur, la mort du médiateur. Désormais, plus besoin d'apprendre quoi que ce soit, de se laisser entraîner dans cet exercice pénible de la réception. Il suffit de savoir où on cherchera, au gré de nos besoins, les savoirs qui nous seront nécessaires dans l'existence. Merci, je vous laisse respirer et boire un peu d'eau, Françoise-Xavier Vallamy. Ils ne doivent pas s'ennuyer, vos élèves en philo, avec vous. Voilà, j'espère que non. Je suis sûr que non. Alors le troisième temps, qui est plus récent, c'est le temps Bourdieu, où là on est véritablement dans une pensée structurée par le marxisme, et où là on a la conception de l'école et de la transmission comme une injustice, et comme un facteur de création et d'accroissement des inégalités sociales. Parce que finalement, il n'y a pas que Bourdieu, et vous le citez aussi, jusqu'à Barthes qui a pu dire que l'école était fasciste. À l'époque, les gens prenaient ça très au sérieux, aujourd'hui ça nous paraît quand même un petit peu ridicule. Ah non, pas du tout. Je crois que nous sommes tous bourdieusiens, mais alors profondément, à un point extraordinaire. Expliquez-nous. À un point que nous n'arrivons même pas à réfléchir. Et d'ailleurs, dans les débats actuels sur l'école, il me semble qu'il n'y a que des positions bourdieusiennes, que ce soit à droite ou à gauche, tout le monde est bourdieusien de façon volontaire ou involontaire, de façon explicite ou implicite. Roland Barthes disait que la langue est fasciste au sens où, justement pour reprendre cette analyse de Rousseau, la langue nous oblige à plier notre personnalité dans le carcan d'une culture. Une langue c'est une discipline, une langue c'est une grammaire, un orthographe. Et la grammaire et l'orthographe, c'est une autorité qui s'impose à nous. Concrètement, apprendre une langue, ça veut dire faire des dictées, ça veut dire avoir plein de rouges sur nos copies, ça veut dire avoir des notes et même parfois des mauvaises notes. Et les mauvaises notes, c'est violent et c'est pour ça qu'il faut supprimer les notes à l'école. Vous voyez, ça c'est du Bourdieu dans le texte. Mais le plus important chez Bourdieu, c'est l'idée que l'école sert la reproduction des inégalités. Et l'idée notamment, cette idée fondamentale, je crois que nous partageons tous sans le savoir, l'idée que la culture est un capital. Ce qu'il y a de très fort chez Bourdieu, c'est que Bourdieu est marxiste, vous l'avez dit, mais il est plus marxiste que Marx. Marx pensait que le capital, c'est d'abord un capital économique, et que quand on a le capital économique, quand on possède les moyens de production, on est du côté de l'élite. Et Bourdieu ajoute à cette première notion une deuxième forme de capital, plus importante peut-être encore, et il l'appelle le capital culturel. La culture, c'est un moyen de nous distinguer les uns par rapport aux autres, un moyen de nous séparer les uns des autres, un moyen de créer entre nous des inégalités. Et ces inégalités, elles se forment dès l'école, parce qu'à l'école, nous produisons des discontinuités. Nous mettons d'un côté les bannis et de l'autre côté les élus du système, ceux qui ont le bac et ceux qui n'ont pas le bac, ceux qui ont des diplômes et ceux qui n'ont pas de diplôme. Et la culture générale, dans ce grand jeu de la sélection, est un outil de discrimination, un outil de ségrégation sociale. Voilà comment elle est décrite. Et pour vous montrer que nous sommes tous bourdieusiens, cette idée de capital culturel, d'abord nous l'avons tous intégrée, et nous serions tous d'accord, je crois, de façon spontanée pour dire que l'école c'est le lieu où il faut donner aux élèves le bagage nécessaire pour s'en sortir dans l'existence, un bagage nécessaire pour se battre dans le combat économique,
Nous reconnaissons à l'école la nécessité de préparer les élèves à leur vie professionnelle de demain, et bien souvent nous la ramenons à cette nécessité de l'intégration professionnelle, ce qui est en fait la conclusion de Bourdieu dans La reproduction. Bourdieu affirme qu'en fait il faudrait juste que l'école assume de n'être rien d'autre qu'une préparation au grand combat de l'économie pour le capital. Et puis, deuxièmement, nous avons tous intégré l'idée que la culture est un bagage qui nous discrimine, qui nous sélectionne les uns les autres. Prenez par exemple la polémique sur la place de la culture générale dans les concours des grandes écoles, une polémique récente dont vous avez nécessairement entendu parler, polémique récurrente. Ce qui est très intéressant dans cette polémique, c'est qu'elle nous dit bien que la culture est perçue comme un outil de sélection, et donc pour que les écoles soient plus égalitaires et plus équitables, il faut supprimer la culture générale de leurs concours. C'est ce qui a été fait par exemple à Sciences Po. Ce qui m'intéresse dans cette histoire, ça n'est pas tant la réforme des concours, que cette vision symptomatique de la culture comme outil de ségrégation sociale, vision qui est partagée, encore une fois, aussi bien sur le champ politique, si vous voulez, aussi bien par la droite que par la gauche. De ce point de vue-là, donc, nous sommes tous bourdieusiens, et je crois que nous sommes tous engagés dans cette conception de la culture comme un capital, comme un avoir, comme un bagage. Alors justement, après, nous quittons cette enquête généalogique que vous avez réalisée dans la première partie du livre, pour ensuite essayer d'apporter quelques pistes, enfin de réflexion, et justement par rapport à cette notion de la culture comme capital, qui est du côté de l'avoir, vous dites non, la culture ce n'est pas du côté de l'avoir, c'est du côté de l'être. La culture, c'est ce qui nous permet d'être plus, d'augmenter notre être et non pas notre avoir. Donc ça, c'est quand même extrêmement important. C'est clair que je crois qu'en fait, tout l'enjeu est précisément ici, et nous n'aurons sans doute jamais fini d'explorer ce basculement. La culture, nous la décrivons comme un bagage, et là encore collectivement, il m'arrive très souvent d'être confronté à ce vocabulaire-là, y compris d'ailleurs très souvent de la part de mes collègues qui sont très attachés à leur métier, et qui disent quand même c'est important de transmettre à chaque enfant le bagage culturel dont il a besoin pour s'en sortir dans la vie, y compris de la part de parents qui considèrent que ce bagage est décisif. Mais cette métaphore du bagage, même quand nous pensons que le bagage est essentiel, elle se retourne contre le bagage lui-même. Parce que si vous partez en voyage, bien sûr vous avez besoin de prendre avec vous un bagage, mais la rationalité élémentaire veut que vous preniez le bagage le plus léger possible. Parce qu'un bagage, c'est pesant, c'est pénible, ça gêne la liberté de mouvement. Il vaut mieux donc faire en sorte que votre valise soit la moins lourde possible. Quand nous concevons la culture comme un acquis, comme un avoir, comme un capital, comme un bagage, nous disons en fait qu'il y a d'un côté celui qui porte le bagage et de l'autre côté une culture qui s'ajoute à lui. C'est cette idée que je crois profondément fausse. Et en fait, on peut comprendre son erreur fondamentale en se posant simplement une seule question, une question toute simple. Que serions-nous, que seriez-vous, sans la culture que vous avez reçue, sans la culture qui nous a été transmise? Serions-nous vraiment nous-mêmes si jamais nous n'avions été exposés à cette perturbation de la culture telle que Rousseau l'a décrit? Rousseau nous dit que nous serions plus naturels sans la culture, que nous serions plus libres sans l'autorité qui s'est exercée sur nous. Mais en réalité, serions-nous véritablement nous-mêmes? Par exemple, prenons un exemple tout simple, la première forme de la culture qui nous a été transmise. Serions-nous véritablement nous-mêmes sans la langue que nous avons reçue? Est-ce que nous serions capables d'avoir une pensée personnelle sans ces mots qui nous ont été transmis? En fait, en réalité, les mots qui nous sont donnés ne servent pas simplement à exprimer après coup une pensée déjà formée. Ils ne servent pas simplement à matérialiser, à transmettre, à communiquer une idée qui est en nous. Ce sont dans ces mots que nos pensées se forment. Et il faut une culture pour que naisse une liberté nouvelle. La culture n'est donc pas, et c'est l'idée que j'ai tenté de défendre dans ce modeste ouvrage, c'est une idée très simple, vous voyez. La culture n'est pas un bagage, ça n'est pas un capital, comme quelque chose qu'on traînerait en plus de soi. La culture, c'est ce dans quoi il est possible de devenir soi-même et de conquérir peu à peu sa propre personnalité. Et priver un enfant de cette culture, même avec les meilleures intentions du monde, même en essayant de le délester autant que possible du poids de ce bagage encombrant, c'est tout simplement priver un enfant de la possibilité d'être lui-même, de la possibilité d'être vraiment libre, d'être vraiment singulier. Prenez encore une fois l'exemple de la langue, et je m'arrêterai là-dessus. La différence entre une langue riche et une langue pauvre, la différence entre une personne qui a reçu un vocabulaire de 400 mots et une personne qui a reçu un vocabulaire de 4000 mots, ça n'est pas simplement une différence dans la capacité de s'exprimer, c'est simplement que celui qui a reçu très peu de mots pour parler, il est privé de la capacité même de mûrir une pensée qui soit fine, nuancée, un regard juste sur le monde, un regard subtil,
et qui soit capable d'entrer dans le clair-obscur du réel. Celui qui a reçu très peu de mots, il est privé de la capacité de cultiver sa propre pensée, sa propre singularité. Ce n'est pas qu'il soit naturellement moins bon que les autres, c'est simplement qu'il a été lésé de ce qu'il y a de plus essentiel, au sens le plus fort de ce terme, c'est-à-dire de son être même, en étant lésé de la culture qui ne lui a pas été transmise. Vous parlez de la pensée et vous dites aussi, et c'est important, l'incapacité à pouvoir exprimer des émotions et même à pouvoir les reconnaître. Parce qu'avec très peu de mots, je crois que vous citez l'exemple, si on dit « je kiffe » au lieu de tous les mots de la langue française qui peuvent décrire l'enthousiasme, la joie, le contentement, l'excitation, la plénitude, tout ce qu'on veut, l'émotion, elle est méconnue presque. Donc on ne se connaît plus soi-même, on ne sait plus qui on est. Exactement, c'est très mystérieux parce qu'on pense souvent, vous voyez, qu'il y a des évidences et que les choses s'imposent à nous. On pense que le monde autour de nous nous apparaît de lui-même et qu'il saute à nos yeux. C'est ça que veut dire l'évidence, au sens étymologique du terme. Ex videre, que ça se laisse voir tout seul. Et on pense que, de la même façon, nous sommes à nous-mêmes évidents, que nos propres sentiments, nos propres émotions nous apparaissent de façon transparente. En réalité, ce qui est très mystérieux, c'est de voir que c'est à travers une culture que le monde nous apparaît et que notre propre intériorité devient présente à notre conscience. Il faut des mots pour penser ce que l'on est, il faut des mots pour voir ce que l'on voit. Et c'est, au fond, dans ces mots que la réalité nous apparaît. On peut penser, par exemple, à l'exemple des langues étrangères. À quoi sert de cultiver des langues étrangères? Alors aussi, vous voyez, aujourd'hui, on dit toujours il faut apprendre des langues étrangères parce qu'aujourd'hui, si on ne parle pas anglais, on ne peut pas travailler, c'est catastrophique, il faut absolument apprendre l'anglais, c'est très important professionnellement. Je crois que c'est pas vrai du tout, d'ailleurs. En réalité, la plupart des choses qu'on apprend à l'école ne servent absolument à rien dans un métier ultérieur. Et si on voulait bien arrêter de se mentir, on le reconnaîtrait immédiatement. De la même façon, apprendre l'anglais, aujourd'hui, n'est pas du tout nécessaire pour exercer un très grand nombre de métiers. Donc, je suis enseignant, je n'ai pas du tout besoin d'apprendre l'anglais. Et si je devais évaluer mon histoire scolaire passée à l'aune de ce qui m'est utile aujourd'hui, de fait, je considérerais que l'anglais ne m'a servi à rien. Apprendre une langue étrangère n'est donc pas seulement une nécessité professionnelle, pragmatique, utilitaire. Ça n'est pas seulement acquérir un capital social qui nous permettra de nous orienter dans notre emploi de demain. Apprendre une langue étrangère, c'est rentrer en communication avec un autre univers intellectuel, avec un autre univers culturel, et même, j'oserais dire, avec un autre univers spirituel. Nous le savons bien, nos langues sont toujours le produit d'une histoire particulière, d'une histoire accidentée, avec ses hasards, avec ses imperfections. Nos langues, elles ont évidemment leur pauvreté. Il y a des langues qui, dans bien des domaines, sont plus riches que d'autres, et des langues qui, sur bien des sujets, sont plus pauvres que d'autres. Or, ce qui est très frappant, c'est que, précisément, les langues font apparaître quelque chose du monde à nos yeux. Je me rappelle avoir été très étonné, apprenant justement l'anglais quand j'étais en prépa littéraire, rentrant dans le vocabulaire anglais avec beaucoup plus de complexité que pendant mes études secondaires. Je me rappelle avoir été très étonné de constater qu'en anglais, il y a des phénomènes climatiques qui se décrivent avec plus de mots qu'en français. Le brouillard, par exemple. Étonnez-vous que le brouillard soit décrit par plus de mots en anglais qu'en français. Parce qu'en fait, ce que nous ne voyons pas en français, parce que nous n'avons qu'un seul mot pour dire brouillard, c'est qu'il y a plusieurs sortes de mots différents. Si vous pratiquez la météorologie, vous serez obligé d'apprendre rapidement les différents noms des nuages, parce que les nuages ont des noms différents. Et sans ces noms-là, vous ne pouvez même pas reconnaître avec vos yeux la diversité des nuages. Bref, c'est dans la richesse du vocabulaire que le monde nous apparaît. Évidemment, c'est anecdotique pour ce qui est des nuages et du brouillard. Mais quand on parle de nos propres sentiments, de nos propres émotions, quand on parle de ce qui se passe au fond de notre propre intériorité, et de la difficulté qu'on peut avoir à reconnaître la finesse et la subtilité de nos propres états d'âme, quand il nous manque les mots pour les dire, on se rend compte qu'en fait l'enjeu est décisif. Cultiver une langue riche, une langue profonde, une langue complexe, c'est de se donner l'occasion de vivre quelque chose d'unique et de reconnaître ce que nous vivons comme étant véritablement unique. Au fond, ce qui se joue dans la richesse de la culture que nous transmettons à ceux qui nous suivent, ça n'est encore une fois pas seulement la densité de leur capital social, c'est la richesse de leur propre existence, de leurs propres pensées, de leurs propres émotions, et la capacité qu'ils auront demain à vivre une vie qui soit véritablement la leur. Une vie qui ne soit pas condamnée à l'uniformité de ce monde marchandisé, de ce monde marketé que nous voyons aujourd'hui dans la pauvreté culturelle qui sert évidemment le mimétisme social. En réalité, la culture est puissance de liberté, parce que c'est la culture qui nous fait devenir nous-mêmes, là où la déculturation nous condamne à l'uniformité. Alors, il y a un point, je trouve, assez crucial dans ce que vous exprimez dans ce livre et dans le rapport à la culture, qui tient dans le mot de médiation.
Car au fond, nous sommes dans une société avec une conception où la médiation, c'est peut-être même plus que c'est l'accès direct aux choses, l'absence de recul, l'immédiateté. Tout ça est devenu, je dirais, non seulement la norme, mais même ce qui est considéré comme le plus désirable. Or, ce que vous montrez avec la culture, c'est que nous avons besoin, pour être nous-mêmes, pour être je, nous avons besoin de médiation, donc nous avons besoin de passer par l'autre, quel qu'il soit, mais de recevoir quelque chose. C'est peut-être effectivement ce qui à la fois nous humilie le plus et en même temps ce qu'il y a de plus beau dans l'expérience humaine, c'est cette expérience de la médiation comme une nécessité fondamentale. C'est là ce qui, je crois, caractérise l'expérience humaine dans sa singularité. Et peut-être ce qui nous distingue le plus de l'animal. L'animal est un être d'immédiateté, et cette immédiateté pour nous est fascinante. L'instinct animal ne procède pas d'une éducation, et le petit animal qui naît, il sait déjà, sans avoir eu besoin d'être éduqué, exactement ce qu'il devra faire pour reproduire les facultés propres à son espèce. Les abeilles sont d'extraordinaires architectes, et le propre de l'architecture des abeilles, c'est qu'elle n'a pas besoin d'école. Aucune abeille n'a eu besoin d'aller dans une école d'architecture pour pouvoir apprendre à faire des ruches. Et de la même façon, les abeilles n'ont pas besoin de construire des facultés de sciences politiques pour organiser leur société, ce qui veut dire d'ailleurs par la même occasion qu'elles ne coupent jamais la tête à la reine. Parce que dans la société d'immédiateté des animaux, précisément, il y a une sorte de fixité qui est le signe d'une absence de conscience, de distance d'avec soi-même, et donc le signe d'une absence de liberté en un sens. C'est vrai que la société des abeilles ne manifeste pas la même liberté, y compris la même liberté de faire n'importe quoi que la société des hommes. Le propre de l'expérience humaine, c'est au contraire que nous avons besoin d'une médiation pour accomplir ce que nous sommes. Les facultés qui sont propres à notre espèce, nous avons besoin de l'autre pour les réaliser véritablement. Le petit enfant qui naît, il est par essence, dans son espèce, dans sa nature, il est capable de parler. Mais pour pouvoir parler, il faudra qu'il reçoive des autres un langage qui accomplisse en lui cette faculté. Il est capable de penser, mais pour pouvoir penser, il faudra qu'il reçoive des autres, les mots qui lui permettront de construire sa propre pensée. C'est une chose merveilleuse de méditer que nous devons aux autres les mots même de notre pensée la plus personnelle, notre émotion la plus intime, notre expérience la plus intérieure, nous la devons à d'autres hommes qui nous ont transmis avant nous ce qui était nécessaire à la construction de notre propre aventure personnelle. L'expérience de la médiation, c'est, je crois, ce qui habite de façon profonde notre expérience humaine et ce qui caractérise à la fois, encore une fois, notre faiblesse, notre fragilité d'homme, car seuls nous ne sommes pas nous-mêmes, sans médiation nous ne sommes pas immédiatement nous-mêmes, et en même temps c'est ce qui fait aussi l'extraordinaire beauté de l'expérience humaine, qu'elle est en permanence occasion d'une relation avec l'autre. Il y a donc dans cette expérience de la médiation, je crois, une nécessité à redécouvrir, parce que nous vivons dans un siècle d'immédiateté, un siècle fasciné par l'absence de médiation. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans le travail de Descartes, dans le travail de Rousseau, c'est d'avoir poussé le plus loin possible cette idée d'une absence de médiation. Encore une fois, pour Rousseau, pour Descartes, pardon, le rêve absolu, ça aurait été de naître déjà homme, d'être soi-même sans médiation, de n'avoir jamais eu besoin des autres, voyez. Le rêve de Descartes, c'est le rêve du self-made man, de l'homme qui s'est fait tout seul. La modernité cartésienne, elle commence avec le cogito ergo sum, je pense, donc je suis. Elle commence avec un je. Je suis parce que je pense, et c'est le ego cogito qui commence la modernité. Toute la modernité commence avec cet ego. Et chez Rousseau, de façon plus vertigineuse encore, nous trouvons le fantasme d'une éducation sans médiation. Rousseau nous raconte la façon dont il éduquerait cet enfant, qui s'appelle Émile, et il se place du point de vue du précepteur. Et il accompagne cet enfant. Et le but, c'est de faire en sorte, à chaque instant, de laisser cet enfant construire par lui-même le savoir qui lui sera nécessaire. Ne jamais rien lui transmettre, ne jamais l'obliger en rien. Faire en sorte précisément que cet enfant se construise tout seul. Émile, dit Rousseau, Émile a peu de connaissances, mais les connaissances qu'il a sont véritablement siennes. Il n'a jamais été l'objet d'une médiation, donc. Et d'ailleurs, Rousseau le décrit d'une façon très explicite. Starobinsky disait en parlant de Rousseau que Rousseau parlait justement de restaurer le règne de l'immédiateté. Le règne de l'immédiateté, c'est justement celui qui s'accomplit, nous le décrivions à l'instant, par exemple dans la révolution numérique. Le numérique, c'est l'immédiateté. Le numérique, c'est l'accès immédiat au savoir. Un accès sans médiateur, un accès sans médiation. Si vous voulez, prenons un exemple tout simple. L'objet qui incarne la médiation, et l'objet qui est l'objet de la détestation de la modernité, c'est précisément celui-ci. C'est le livre. Pas que le vôtre. Pas que le vôtre, on pourra en prendre bien d'autres, sans doute.
celui-ci l'est-il tout autant? Précisément parce que la médiation a quelque chose de religieux aussi. La médiation est ce qui nous relie. Enfin, on pourrait discuter de façon beaucoup plus approfondie de la dimension religieuse de la médiation. Mais fondamentalement, le livre, en tant que tel, est l'objet de l'inimitié absolue de toute philosophie de l'immédiateté. Un Rousseau dit « je hais les livres ». Il l'écrit à plusieurs reprises. Le but absolu de Rousseau dans l'éducation d'Émile, c'est de le protéger des livres. Surtout, emmenez-le à la campagne, écartez-le de la société, et faites en sorte que jamais ne lui tombe entre les mains cet objet fatal qui s'appelle un livre. Parce qu'un livre, c'est l'occasion d'une médiation. Ouvrir un livre, ça suppose d'abord de faire, d'une certaine façon, un acte d'humilité. Ça suppose de se dire qu'on a quelque chose à recevoir, quelque chose qui peut nous être transmis, et qu'on a envie de le découvrir. Ça suppose donc de faire cet acte d'humilité qui consiste à reconnaître que nous ne sommes pas les producteurs de notre propre savoir, les producteurs de notre propre pensée. Ouvrir un livre, ensuite, c'est prendre le temps de la médiation. Le propre d'un livre, c'est qu'il se lit de la première à la dernière ligne, et que sa valeur se joue dans cet itinéraire, dans ce chemin qui va de la première à la dernière ligne. Le but d'un livre, ça n'est pas de connaître la fin avant d'avoir commencé le début. Le but d'un livre, c'est de vivre cette expérience médiate, cette expérience d'un chemin, d'une médiation. Aujourd'hui, si vous voulez, la logique contemporaine, c'est la logique du téléchargement de données. C'est la logique de l'immédiateté. Je veux obtenir tout de suite le contenu, avec le moins de clics possible et dans le moins de temps possible. Toujours accélérer le rythme du réseau, le rythme de la vie, le rythme des savoirs. Toujours aller de plus en plus vite pour que l'objet de mon désir soit immédiatement à portée de ma main. Pour que l'objet de ma question soit immédiatement à portée de mon esprit. Le réflexe de l'immédiateté, c'est celui que tous les élèves ont aujourd'hui et qui les rend d'ailleurs, pour une grande part, très réticents, ou en tous les cas, qui rend pour eux très difficile l'expérience de la lecture ou l'expérience de la réflexion. C'est le réflexe Google. Vous posez une question, vous la posez à Google, immédiatement vous avez la réponse. C'est très difficile de résister au réflexe Google. Quand vous êtes en cours aujourd'hui, les élèves ils ont tous Internet, ils prennent tous, moi je suis maintenant dans le supérieur, donc tous mes élèves prennent des notes avec leurs ordinateurs, vous êtes en cours, vous êtes au milieu de votre cours et vous dites, attendez, ce livre-là c'est 1134 ou 1135, je ne me rappelle plus. Immédiatement, tous les élèves cherchent sur Internet si c'était 1634 ou 1135. D'une certaine façon, d'ailleurs, ça leur est complètement indifférent. Mais il y a une question, immédiatement, il faut la réponse tout de suite. Vous voyez, le temps de la médiation, le temps de la recherche, qui est aussi évidemment celui de la réflexion, celui de l'approfondissement, celui de la culture, ce temps-là nous est devenu impossible. Et le drame, c'est que, comme l'humanité, comme l'expérience humaine se joue tout entière dans cette expérience de la médiation, eh bien, il y a beaucoup à craindre que le culte de l'immédiateté ne soit en fait, en réalité, finalement, le culte d'une certaine inhumanité, ou en tous les cas, que dans cette volonté d'établir en tout l'immédiateté se perde quelque chose de la richesse de notre humanité. Merci François Godet-Bellamy. Alors, il y a un dernier point sur lequel j'aimerais vous poser une question qui me paraît important, c'est la question de l'universalité. Parce que c'est vrai que dans un certain nombre de critiques qu'on adresse à la culture, il y a le fait qu'au fond, une culture, c'est une culture particulière, donc c'est quelque chose qui ferme, qui coupe, qui sépare. Or, vous montrez bien que ce ne peut être que par une culture particulière, la nôtre, et les autres, la leur, que l'on peut peut-être faire ce chemin vers l'universel, et qu'au contraire, la négation de la culture, c'est fatalement le retour à la barbarie. C'est vrai que c'est une chose qui nous empêche beaucoup d'aimer la culture, c'est qu'en fait, il n'y a pas la culture, il y a des cultures. Nous sommes tous cartésiens en ce sens que nous aimons l'universel, et nous voudrions être par nature des êtres d'universalité. Nous voudrions être citoyens du monde et aimer l'humanité comme les hommes des Lumières. Et de ce point de vue-là, il nous paraît humiliant de devoir notre propre personnalité à cette chose particulière qui s'appelle non pas la culture, mais une culture. Parce que, encore une fois, chaque culture, reprenons l'exemple de la langue, chaque culture a son histoire, chaque culture a ses limites, elle a ses pauvretés, elle a ses accidents, elle a ses hasards. Chaque culture est le produit d'une aventure particulière. Et de ce point de vue-là, eh bien, nous ne voulons pas avoir à recevoir notre humanité dans sa nature universelle d'une culture particulière. Mais là encore, je crois que c'est dans ce miracle de la médiation que nous pouvons lire ce qu'il y a de magnifique dans cette particularité de la culture. C'est que précisément, c'est par une culture particulière que nous sommes ouverts à l'universalité de l'expérience humaine. Reprenons cet exemple de la langue, encore une fois. Pour apprendre à bien parler une langue étrangère, il faut déjà bien connaître la sienne. Et tous les professeurs de langues étrangères aujourd'hui, dans les collèges et les lycées de France, vous diront que la principale difficulté qu'ils rencontrent pour enseigner l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol à leurs élèves,
c'est d'abord le manque de connaissances que les élèves français ont de leur propre langue. Le manque de connaissances qu'ils ont de leur propre grammaire, de leur propre syntaxe, de leur propre vocabulaire. Comment voulez-vous apprendre à bien traduire une autre langue quand votre propre vocabulaire vous est déjà étranger? En réalité, ce qu'il y a de merveilleux dans l'expérience de la culture, c'est que bien connaître une culture, la sienne, avoir appris à se familiariser avec une culture, eh bien c'est se donner l'occasion de découvrir avec émerveillement d'autres cultures et s'ouvrir avec toute la force d'une intelligence désormais nourrie et accomplie à la dimension de toutes les autres cultures que l'expérience humaine a pu produire. En fait, en réalité, il n'y a pas lieu d'avoir honte de notre culture ou de la particularité de notre culture. Il n'y a pas lieu d'avoir honte d'être des êtres d'une culture particulière, d'une tradition particulière. Parce que c'est par cette tradition que nous pouvons être ouverts à l'universalité de notre humanité. Et je crois que, je voudrais terminer par là simplement, je crois même que nous devrions être capables de réapprendre à aimer notre culture. Aimer sa culture aujourd'hui, vous voyez, ça a quelque chose d'un peu dangereux. Ça porte un soupçon de néocolonialisme qui risque de vous envoyer très vite dans les oubliettes de l'audiovisuel. Aimer sa propre culture, c'est quelque chose qui semble tout de suite réactionnaire, suspect, si ce n'est nécessairement coupable. En fait, il faudrait être capable d'aimer sa propre culture, même avec ses pauvretés, tout simplement parce que c'est par elle que nous avons reçu l'humanité qui nous est donnée. C'est un peu comme aimer ses parents, vous voyez. D'ailleurs, il y a évidemment un lien entre la culture et la famille. On apprend une langue maternelle, c'est-à-dire la langue de sa mère, la langue de ses parents. Et nous avons reçu notre propre humanité de nos parents. Là encore, faisons cette expérience de pensée extraordinaire, une expérience toute simple qui pourra peut-être à elle seule sauver la société dans laquelle nous vivons de ce risque de voir s'abîmer définitivement la transmission. L'expérience de la reconnaissance. Que serions-nous aujourd'hui si nous n'avions pas rencontré d'autres personnes par lesquelles sont passées notre propre liberté, par lesquelles notre propre personnalité est venue jusqu'à nous, par lesquelles nous sommes devenus nous-mêmes. Nous avons tous été marqués dans notre vie par nos parents, par des adultes, par des enseignants que nous avons rencontrés, et dont nous savons que l'autorité qu'ils ont exercée sur nous a fait croître, au sens littéral de ce terme. L'autorité vient du mot augere en latin, faire croître, augmenter, dont l'autorité a fait croître en nous notre propre liberté. Et c'est peut-être de cette façon-là que nous pouvons nous réconcilier avec notre propre culture. Il faudrait aimer sa culture comme on aime ses parents. Vous aimez vos parents, pas parce que c'est les meilleurs parents du monde, hein. C'est pas parce que vous en êtes les plus fiers, c'est pas parce que vous considérez qu'il n'y a aucun parent qui soit meilleur que vos parents, mais vous aimez vos parents parce que c'est par eux qu'est passée votre propre humanité. Vous aimez vos parents parce que c'est par eux qu'est née la personnalité que vous êtes aujourd'hui. Ils ne vous ont pas reproduit, ils ne se sont pas reproduits en vous. En vous, ils ont fait naître quelque chose d'absolument nouveau, une histoire singulière. Et de cette histoire singulière, vous leur êtes reconnaissant. Eh bien, c'est peut-être ainsi qu'on devrait pouvoir aimer notre culture. Pas parce que c'est la meilleure culture du monde et qu'on en est les plus fiers, pas parce que l'Occident est le centre de l'univers et que notre culture serait parfaite et pure. Notre culture, elle a son histoire, notre langue a ses pauvretés, elle a ses imperfections, elle a ses lacunes, parfois, évidemment, auxquelles nous sommes parfois confrontés. Et de fait, avec notre pauvre langue, nous avons parfois bien du mal à nous comprendre et bien du mal à nous exprimer. Mais cette langue, malgré tout, nous l'aimons. Cette culture, nous l'aimons parce que c'est dans cette langue et c'est par cette culture. C'est par les livres que nous avons lus, par les textes que nous avons reçus. C'est par la littérature dont nous sommes les héritiers qu'est née en nous notre propre liberté, qu'est née en nous une histoire nouvelle. Cette langue, elle ne nous a pas enfermés dans un moule, au contraire, nous en avons fait l'expérience. C'est dans cette langue que naissent la moindre de nos émotions. Et dans les moments les plus forts de notre vie, comme dans les moments les plus simples, dans la plus petite de nos phrases, dans la plus simple de nos idées, comme dans le moment le plus éprouvant ou le plus beau de notre existence, nous devons les mots que nous parlons, nous devons notre propre pensée, nous devons la moindre de nos intuitions à cet héritage qui nous précède, à ceux qui ont produit pour nous cette langue qu'ils ont fait venir jusqu'à notre propre personne, jusqu'au jour où nous avons grandi. C'est ainsi qu'il faudrait aimer sa propre culture particulière, cette culture toute simple. Et nous avons le droit de l'aimer plus qu'aucune autre, comme vous avez le droit de chérir vos parents d'une façon parfaitement singulière et unique. Ces parents-là, vous ne les aimez pas au détriment de tous les autres parents du monde, et le fait d'aimer votre mère ne signifie pas que vous méprisez toutes les autres. Au contraire, en aimant votre mère, vous aimez à travers elle l'expérience universelle de la maternité et de la fécondité. Et bien de la même façon, en aimant notre culture particulière, la nôtre, cette culture familière que nous avons reçue, cette culture qui nous a bercé, cette culture qui nous a fait grandir, nous aimons en fait ce qui fait l'humanité dans l'homme, c'est-à-dire cette expérience de la médiation qui naît pour nous et qui se révèle à nos yeux dans l'expérience de la reconnaissance.
peut-être cette expérience toute simple de la reconnaissance, cet acte de reconnaissance qui constitue en fait le contraire exact de la déconstruction que nous sommes en train de vivre, et qui dans sa gratuité toute simple et toute élémentaire, dans sa gratuité fondamentale, permettra peut-être de sauver notre société. Merci beaucoup. Merci François-Xavier Bel.